Utilisation du logiciel Neurone. Je lance le logiciel, je demande la phase de test pour ne pas oublier les différentes possibilités du logiciel. Et je commence avec la présentation des onglets. Et dans ces onglets, information sur le logiciel, c'est un fichier Word dans lequel on trouve tout ce qu'il faut pour utiliser ce logiciel, de même qu'à la fin, quelques pages manuscrites qui permettent de comprendre ce qu'est le potentiel d'équilibre, qui est fort utile pour interpréter ce qui se passe dans le neurone. Alors, je continue avec le point 2, le légendage, une phase de légendage, avec donc possibilité de placer dans ce schéma différentes légendes, différentes choses qui vont permettre ensuite de savoir si on a compris ce qui se passe du point de vue de la morphologie d'un neurone. La correction est obtenue lorsque l'on appuie sur le bouton correction. Je passe donc maintenant à simulation, stimulation nerf-fibre et la phase de description du système à disposition. Il y a un neurone qui est en fait un axone ou un nerf selon le cas, selon qu'on coche ici ou là. Ensuite, l'appareil de stimulation, un appareil d'enregistrement qui se trouve ici et le temps qui est indiqué en abscisse en bas et la distance qui est en haut. Donc dans cette phase-là, on aura les courbes qui apparaissent. Alors, l'influx nerveux va dans les deux sens et donc lorsque j'augmente la stimulation avec cette tirette, j'obtiens un potentiel biphasique et je peux, en cliquant sur le neurone, inverser le point B et le point A, ce qui ne change rien du point de vue de l'enregistrement. Donc l'influx nerveux va dans les deux sens. Alors maintenant, la cathode et l'électrode stimulatrice. Lorsque je déplace la cathode et que je la mets plus loin, j'inverse cathode-anode, eh bien je vois que le potentiel global du nerf est plus faible, ce qui correspond à un potentiel global plus faible compte tenu de l'hyperpolarisation de certaines fibres au niveau de l'anode. Donc évidemment, ça passe moins bien. Voilà. La cathode électrode stimulatrice, lorsque je rapproche la cathode des électrodes d'enregistrement, eh bien je diminue le délai entre l'artefact de stimulation et le potentiel d'action. Voilà, alors le potentiel est biphasique, donc si j'intervertis les deux électrodes, évidemment j'ai un potentiel qui s'inverse, et lorsque j'éloigne une des électrodes, je la mets en situation neutre, j'ai un potentiel monophasique. Voilà, alors éloignement des électrodes d'enregistrement et de stimulation, ce que j'ai fait tout à l'heure, je peux faire ça aussi de cette façon et j'obtiens évidemment un potentiel qui apparaît plus tardivement, compte tenu de l'éloignement. Donc maintenant, je vais procéder au recrutement des différentes fibres. Donc le recrutement des fibres s'obtient avec un seuil à peu près à 0,15 volts de stimulation. Puis lorsque j'augmente ce seuil, j'obtiens un potentiel du nerf qui augmente jusqu'à un maximum et que j'obtiens vers 0,73 volts. Je peux ensuite augmenter la stimulation. Je n'ai pas une augmentation du potentiel d'action compte tenu que j'ai recruté toutes les fibres. Alors, je vais donc passer maintenant à la période réfractaire. Donc ceci va s'obtenir grâce à, je vais rapprocher un petit peu, voilà. Ça va s'obtenir grâce à la coche qui se trouve ici. Donc je stimule deux fois de suite et ensuite je rapproche donc les deux stimulations l'une de l'autre. J'ai les artefacts qui sont ici et en les rapprochant l'une de l'autre, j'obtiens le second potentiel qui diminue
jusqu'à disparaître complètement. J'étais donc en phase relative, de période réfractaire relative, et maintenant j'ai une période absolue. J'obtiens les résultats en cliquant sur les boutons. Donc c'est le fichier période réfractaire, c'est un fichier réel, c'est sur la grenouille, ça se fait sur un air de grenouille. Le recrutement des fibres s'obtient aussi sur le potentiel donc biphasique, c'était de la grenouille également, expérience faite sur la grenouille. Alors maintenant on va essayer de réaliser une sommation temporelle lorsqu'on rapproche deux stimulations sous-maximales. Je vais donc me mettre à une situation où je ne suis pas au maximum, donc de mon amplitude de potentiel d'action, et je rapproche une stimulation de l'autre stimulation, et certaines des fibres, là je suis en période réfractaire, donc toutes les fibres ont été, le fait de rajouter une stimulation n'a pas recruté plus de fibres. Il faut que je diminue vraiment beaucoup. Voilà, donc maintenant je vais rapprocher donc les deux. Voilà, et je vois que le deuxième potentiel d'action est supérieur au premier. Certaines des fibres étaient en prédépolarisation par la première stimulation, mais n'avaient pas atteint le seuil. Le fait de rajouter une stimulation augmente le potentiel local, et donc j'ai donc une sommation en gros, et donc un recrutement plus important du nombre de fibres. Je passe donc maintenant à la sommation sous-liminaire. Donc j'éloigne mes deux chocs. Je vais me mettre en sous-liminaire, qui est ici à 0,19 volts ou 0,18. Je rapproche les deux stimulations l'une de l'autre, et jusqu'à obtenir voilà, un potentiel d'action, car comme tout à l'heure, le potentiel local qui est non propageable et graduable est sommable également. Donc je stimule deux fois de suite. Certaines fibres ont été prédépolarisées, et le fait de rajouter une stimulation, on atteint le seuil et on a un potentiel d'action propagé qui apparaît. Alors maintenant, si je clique sur la fibre, eh bien je change, donc je suis maintenant dans propriété de l'axone. C'est la loi du tout ou rien, j'ai tout ou rien. Et la période réfractaire, donc lorsque je stimule deux fois de suite, la période réfractaire, il y a une période réfractaire absolue et pas de période réfractaire relative, puisque c'est tout ou rien. Voilà, ça c'est une des propriétés de l'axone. Donc maintenant la vitesse. Alors la vitesse, donc compte tenu de la distance et du temps, j'ai la distance ici entre l'électrostimulatrice qui est la cathode et la première électrode d'enregistrement. Donc je peux avoir la distance, j'ai le délai qui sépare donc l'artefact de stimulation de l'apparition de la première phase du potentiel d'action. Si je considère que 0,16 mètres sont effectués en 0,035 secondes, c'est-à-dire 35 millisecondes, eh bien j'ai du 45 mètres par seconde. Il s'agit d'une aire de grenouille. Donc le nerf de grenouille, c'est un animal à sang froid, et la propagation n'est pas aussi importante que pour l'homme par exemple, mais on a quand même des vitesses qui sont relativement importantes. Je passe ensuite sur l'interrogation sur les courbes réelles. Donc là, cette fois, ce sont les courbes réelles qui doivent être interprétées. Donc les deux courbes, c'est-à-dire recrutement et période réfractaire, et les résultats de l'interprétation de ces courbes doivent être indiqués sur dans ces listes. Voilà, et ensuite on demande la correction, et c'est un point jaune apparaît lorsque c'est correct et un point rouge apparaît lorsque c'est pas correct. Je poursuis donc avec maintenant les équilibres ioniques, qui est là une phase quand même très importante du logiciel, avec la description des concentrations donc qui sont ici, donc que l'on peut faire varier de cette façon ou de cette façon en ce qui concerne le potassium et le sodium. A, ce sont les anions, K+, et Na+, c'est potassium, sodium. Ici, on a les perméabilités membranaires.
donc GK, GNA, qui sont variables également. Et puis on se situe ici à l'intérieur et là à l'extérieur, compte tenu des concentrations qui sont à peu près respectées. Elles sont exprimées en millimoles par litre. Et donc, si maintenant on a ici le potentiel membranaire. Donc, je vais décrire maintenant ce qui se passe si on augmente la perméabilité. Alors, par exemple, si j'augmente la perméabilité au potassium, j'ai un potentiel d'équilibre qui apparaît. Donc là, j'ai moins 90 millivolts à peu près. Et donc, lorsque j'enlève cette perméabilité au potassium et que je mets la perméabilité au sodium, ben, j'ai un potentiel d'équilibre qui est positif et qui va vers les, disons, 50, 50, 60. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le potentiel d'équilibre ne varie pas lorsqu'on change la perméabilité, sauf évidemment si c'est nul, mais on atteint plus vite l'équilibre lorsque la perméabilité est forte. Par exemple, là, je fais un GK de 1, je vais atteindre la valeur de l'équilibre dans un certain laps de temps. Voilà, je n'y suis pas encore. Je suis seulement à 1 de perméabilité. Par contre, si donc, je me mets directement à une valeur élevée, j'atteins tout de suite le potentiel d'équilibre. Donc le fait que la perméabilité soit forte ne change pas le potentiel d'équilibre, mais simplement la vitesse à laquelle il va être atteint. Alors les variations de la concentration, évidemment des différentes substances font varier le potentiel d'équilibre en raison des équations donc, de Nernst. Alors par exemple, je vais changer les proportions de potassium, eh bien le potentiel d'équilibre là du potassium actuellement il est de moins 52. Évidemment si j'inverse je vais avoir quelque chose de différent. Voilà, là maintenant je suis à 38 millivolts. Donc ceci est décrit dans le logiciel au niveau de l'information, des informations sur le logiciel dans donc la dernière page où on a les équations de Nernst qui apparaissent et qui permettent de comprendre ce que c'est que le potentiel d'équilibre. Voilà. Alors donc maintenant je vais cliquer sur le bouton du travail sur le potentiel d'équilibre pour comprendre pour comprendre ce que représente donc le potentiel d'équilibre, ce qu'est le potentiel d'équilibre. Je vais donc considérer uniquement le potassium et je peux faire varier les concentrations à gauche et à droite. Donc je vais me débrouiller pour que les concentrations à droite, c'est-à-dire à l'extérieur, soient relativement faibles, ce qui va permettre de compter le nombre d'ions de chaque espèce pour comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, dans cette simulation, le potassium passe à travers la membrane, mais il n'est pas suivi par son anion. Donc je lance la simulation et je vais m'arrêter assez vite. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à l'origine, je vais reprendre l'origine parce que je ne l'ai pas décrit. À l'origine, on a 3 billes vertes et 3 billes rouges, c'est-à-dire en gros, on a 3 potassium et 3 anions. À droite, donc équilibre électrique, et puis à gauche, une certaine quantité. Lorsque je lance la simulation, ce que l'on voit, c'est que les forces de diffusion ont poussé le potassium de gauche à droite, et donc maintenant on se retrouve avec un excès de charge positive à droite, et on a toujours les 3 anions qui, eux, ne franchissent pas la membrane. J'ai donc mes forces électriques qui vont selon les potentiels décroissants jusqu'à équilibrer les forces de diffusion. Et lorsque force de diffusion et force électrique sont équilibrées, on atteint le potentiel d'équilibre. Voilà donc ce que signifie le potentiel d'équilibre. Alors, je vais donc maintenant modèle K rouge et donc je vais maintenant modéliser donc en travaillant sur la perméabilité membranaire, en créant donc une courbe qui permet de simuler ce qui se passe donc dans le nerf, dans le neurone. Donc ici j'ai l'intérieur, là j'ai l'extérieur. Je vais essayer de remettre les concentrations initiales, donc sodium 8 à l'intérieur. Donc je suis à 16, il y en a trop, je vais diminuer. Voilà 8. Ensuite le potassium 150, j'en ai trop. Voilà, donc 150. Ensuite à droite, potassium 6, donc c'est bon. Et sodium 144, c'est bon. Voilà donc la situation
qui est donc la situation qui est, disons, naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donc maintenant faire varier la perméabilité membranaire au potassium seulement en mettant par exemple 1 ou 2. Voilà, je mets une perméabilité au potassium et je vais donc demander la programmation de la courbe des variations du potentiel en fonction du temps. Donc j'avance avec les flèches. Donc les flèches me permettent, alors variation de la concentration, séparation des charges. Voilà, donc ça y est, là j'ai fait ce travail, programmation de la courbe. Maintenant je décris les boutons. Donc les boutons, on va voir les flèches pour avancer et pour reculer du modèle. Essai courbe, c'est pour essayer les variations en temps réel pour avoir le potentiel d'action. Et puis, avec ces flèches, je vais pouvoir programmer en bougeant les tirettes. Et aussi, je peux également changer les concentrations. Voilà. Alors donc maintenant, je programme le modèle. Je vais fabriquer un modèle où seul GNA varie. Donc, alors, je mets quelques valeurs initiales où j'ai un GK égale à 1 et GNA égale à 0. Et puis maintenant, je vais donc augmenter le GNA assez brutalement, comme ça se fait dans la réalité, pour obtenir un potentiel d'action par dépolarisation. Voilà, donc j'ai augmenté mon GNA, je vais maintenant le rediminuer. Voilà, encore une fois, donc la programmation elle est assez simple à faire. Avec les flèches on avance ou on recule le temps et ensuite les tirettes. Les tirettes permettent voilà, les tirettes vont permettre de faire varier la perméabilité, donc le GK ou le GNA en fonction du temps. Voilà, donc j'ai créé un modèle où seul GNA varie et je vais donc essayer la courbe et regarder ce qui se passe. J'ai le potentiel qui s'affiche en bleu foncé et ce que je vois c'est que ce potentiel, j'ai bien une dépolarisation, mais la repolarisation est très lente. Je vais continuer aussi à augmenter un peu, voilà, dans le temps pour voir ce que ça donne. J'essaie ma courbe. Donc j'ai une repolarisation qui se fait au bout d'un temps qui est beaucoup plus long que le temps de la dépolarisation et qui ne correspond donc pas au modèle réel. Je vais donc maintenant retourner au mode programmation avec les flèches et recréer mon modèle donc de variation de GNA, pardon, pas GK mais GNA. Voilà, donc GNA, je refais, puis après je ferai GK en simultané. Voilà. Donc j'augmente ma perméabilité en GNA, perméabilité sodium, je la diminue pour créer pour faire exactement la même chose qu'au premier essai. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc je diminue GNA, encore une fois. Maintenant c'est bon. Voilà. Donc maintenant je vais revenir en arrière pour modifier les perméabilités à GK, sachant que GK augmente en même temps que GNA, mais beaucoup plus doucement. Donc là je fais varier, il ne faut quand même pas que j'augmente GK avant d'augmenter GNA. Voilà, donc GK augmente, mais beaucoup plus lentement, voilà, bien plus lentement que GNA. Voilà, et le problème de cette augmentation de GK, c'est qu'elle se prolonge après que GNA soit retourné à 0. Donc voilà, là je suis encore avec mon GK élevé. Voilà, bon, je pense que je vais continuer encore un petit peu. Et puis, je vais maintenant diminuer progressivement le GK pour retrouver les valeurs de plus 1 qui étaient les valeurs initiales prévues par par le modèle de tout à l'heure. Voilà, là je suis à 0, donc là il faut que j'aille à plus 1 et puis j'avance. Voilà, donc maintenant j'ai créé mes deux modèles. Je vais essayer donc par la touche essai courbe l'ensemble. Premier modèle avec une repolarisation très lente. Deuxième modèle, la repolarisation est beaucoup plus rapide.
que dans le premier modèle. Bon, mon potentiel d'action n'est pas tout à fait régulier parce que j'ai peut-être oublié j'ai peut-être un peu brutalement diminué le GNA, voilà pourquoi le potentiel n'est pas très régulier. Voilà, alors donc j'ai fait le test et j'ai programmé le modèle GKGNA pour obtenir ce résultat qui est conforme à ce qu'on observe dans la réalité.